Le gouvernement fédéral a l'intention de nommer à l'avenir à la Cour suprême que des juges bilingues. C'est ce qu'a révélé hier notre collègue, la journaliste Brigitte Bureau à Ottawa. Toutefois, le gouvernement Trudeau n'envisage pas pour le moment d'en faire une loi afin de rendre cette pratique officielle. Et d'après certains avis juridiques qu'il a reçus, il faudrait peut-être même changer la Constitution, ce qui l'empêcherait évidemment de présenter une telle loi. Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice, Sean Casey, qui parle français, contrairement à la ministre de la Justice, a même déclaré que le bilinguisme des juges était fondamental dans un pays où nous avons deux langues officielles et de pouvoir le faire devant cette cour dans les deux langues, ce serait bien normal et de bien se faire comprendre, ça irait de soi. Est-ce qu'il faut une loi pour imposer le bilinguisme à la Cour suprême? J'en discute ce matin avec Frédéric Bérard, constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'une loi est nécessaire ou est-ce qu'on peut simplement s'en remettre au gouvernement en place pour s'assurer que le bilinguisme des juges de la Cour suprême soit là? Ben, c'est certain que le gouvernement a la discrétion pour nommer des juges bilingues à la Cour suprême, ça va de soi. Il a annoncé son intention en ce sens, donc à cet effet-là, c'est une bonne nouvelle, ça c'est certain. Ceci dit, qu'est-ce qui arrive s'il y a un changement de gouvernement dans les prochaines années, ce qui est évidemment loin d'être impossible? Ben, ça va de soi que ces prochains gouvernements-là ne sont pas liés par la décision du premier ministre Trudeau. Ceci dit, s'il y a une loi, par définition, les gouvernements doivent la respecter. Là, vous me direz, oui, mais ils pourront quand même abroger cette loi-là s'ils le souhaitent. C'est vrai aussi, sauf que ça viendra avec des conséquences, des coûts politiques, je pense, assez importants du fait de la pression médiatique qui serait dirigée sur eux. Donc, tout ça pour dire qu'essentiellement, si on avait une loi, on consacrerait, si je peux dire, cette pratique-là, ce processus-là, ce qui serait, à mon sens, une excellente chose. Oui. Un des arguments invoqués, comme je le disais, par le gouvernement fédéral pour ne pas imposer une loi, c'est qu'il faudrait amender la Constitution. Est-ce que c'est très compliqué, ça, amender la Constitution? Ouais. Mais j'y crois pas, moi, à cet argument-là. Non, pourquoi? C'est un faux fuyant. Je pense qu'on a cherché une excuse pour expliquer la décision de ne pas adopter une loi. Si vous regardez la Constitution, la seule disposition qui parle de la Cour suprême, c'est l'article 41C, sans vouloir tomber dans les technicalités. Et 41C vous parle de la composition de la Cour suprême. Donc, si on veut vraiment modifier la composition de la Cour suprême, là, c'est vrai qu'on devra amender la Constitution en conséquence. Est-ce que dans ce cas-ci, exiger le bilinguisme individuel des juges, c'est un changement à la composition de la Cour suprême? Honnêtement, je pense pas du tout. La composition, ici, on parle par exemple du nombre de juges du Québec, donc et ainsi de suite. On parle plus de structure, hein, on ne parle pas de bilinguisme à nul endroit. Donc, je pense que c'est une excuse qu'invoque le gouvernement, malheureusement, pour s'éviter d'adopter une loi à cet effet-là. Oui. Est-ce qu'ils sont justement difficiles à trouver, ces juges bilingues-là? Est-ce que ça serait possible de le faire? Est-ce qu'on en a assez? Oui. Ben oui, écoutez, on est en 2016, pour paraphraser le premier ministre, là. La plupart de ces juges-là, ben en fait, tous ces juges-là, par définition, proviennent de facultés de droit, font partie d'une certaine élite de la société. Il y a des cours d'immersion à l'extérieur du Québec comme il n'y en a jamais eu. C'est beaucoup plus facile d'aller à l'école en français que ça l'était il y a de ça encore quelques années. Est-ce que c'est parfait? C'est pas ce que je dis, mais est-ce que ces gens-là ne sont pas exposés aux faits français s'ils le souhaitent? La réponse est oui. On exige de ces juges-là d'être d'excellents juristes, d'avoir un parcours professionnel hors pair. Alors pourquoi on leur exigerait pas de connaître l'autre langue officielle du pays? Ça, je me l'explique assez mal. Regardez, tous les juges québécois qui sont nommés sont bilingues ou parfaitement bilingues. Est-ce qu'on pourrait nommer un juge unilingue francophone? La réponse est non. Alors pourquoi on l'accepte pour les juges anglophones? Vous voyez, je pense que ça tient pas la route. Surtout que si on considère ça, il y a 9 juges de la Cour suprême au total, dont 3 qui viennent du Québec qui sont déjà bilingues. Donc disons que 9 moins 3, il en reste 6. Est-ce que c'est si difficile de trouver 6 juges à l'échelle du pays qui parleraient un français adéquat et fonctionnel? Évidemment, on ne demande pas un parfait bilinguiste, simplement un français fonctionnel. Je pense que franchement, c'est une excuse un peu bancale. Vous savez, quand le gouvernement Trudeau a nommé son gouvernement paritaire, il y a des gens qui disaient, ben c'est pas parce que on est une femme qu'on est nécessairement compétente, c'est la compétente et c'est la compétence qui devrait primer d'abord et avant tout. Est-ce que le même argument serait valable ici ou entendu, certainement, l'argument de la compétence d'abord?
si on était capable de me prouver que tous les ministres masculins du gouvernement étaient compétents, j'écouterais peut-être l'argument davantage. Je pense qu'encore là, c'est un sophisme, c'est un faux argument. Est-ce qu'il n'y a pas 6 juges bilingues compétents au pays? Si la réponse est non, là, on a un problème. On est dans le trouble. donc non, moi je crois pas à ça du tout. Regardez, Beverly McLaughlin parle un bon français. L'ancien juge en chef Dixon, qui était un Manitobain, parlait un français acceptable et ainsi de suite. Est-ce que vraiment, encore aujourd'hui, avec toutes les chances qui s'offrent à eux d'apprendre le français, on peut qualifier ça d'exigence démesurée? Non, franchement, je ne crois pas à ça du tout, comme je ne crois pas à l'argument sur la discrimination positive des femmes. Oui. Est-ce que d'abord et avant tout, donc, c'est une question politique, selon vous, de volonté? Ouais, je pense que c'est une question de volonté politique. Effectivement, évidemment, ce serait au premier ministre de vous le confirmer, mais j'ai comme l'impression que ce gouvernement-là cherche à tout prix à éviter la controverse. Et là, peut-être qu'on se dit, ouais, mais si on adopte une loi, il y aura peut-être des unilingues anglophones qui vont vous se péter, et ainsi de suite. Donc, on ne veut pas ça. Donc, on va aller chercher la solution mitoyenne. Ce gouvernement-là est connu pour ça, ce qui n'est pas nécessairement toujours une mauvaise affaire. Mais dans ce cas-ci, je pense que ça prendrait quand même un certain courage politique pour laisser un héritage. Le fait français est une valeur fondamentale dans ce pays-là. Là. Ce n'est pas un caprice. Donc, de le consacrer par une loi, franchement, je vous dirais que ce serait la moindre des choses. Vous y croyez? Ça arrivera? Écoutez, Justin Trudeau, la dernière fois que j'ai regardé, c'est le fils de Pierre Elliott, qui est lui-même qui a fait adopter la Charte canadienne avec des garanties en matière de droits linguistiques sans précédent, de droit à l'éducation, droit à s'adresser aux tribunaux fédéraux en français, en anglais, et ainsi de suite. Et je pense que l'héritage trudeauiste devrait se perpétuer chez son fils, je l'espère fortement. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas jusqu'au moment où on se parle. Sauf erreur, ceci dit, il est loin d'être trop tard pour le gouvernement de changer son fusil d'épaule et, par exemple, d'appuyer le projet de loi qui a été déposé par les néo-démocrates et démontrer que le bilinguisme transcende les questions purement partisanes. Du moins, je l'invite à le faire. Oui, un gouvernement en poste depuis 6 mois. Hein? On verra pour la suite. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, de bien avoir voulu nous parler de ça ce matin. Merci. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique.